Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur LCI avec cette actualité internationale qui est aujourd'hui inouïe, mais française aussi très importante. Rendez-vous, je vous le rappelle, avec le ministre de l'Europe et de l'international, des affaires étrangères. Je cherche le terme. Merci, heureusement que vous êtes là. Il sera notre invité à 21h sur LCI, entretien mené par ma consoeur Margot Haddad. Le Premier ministre pakistanais a affirmé sur X qu'un accord de paix était atteint. On va en débattre notamment avec vous, Alain Bauer. Est-ce qu'on a des raisons de... Enfin voilà, est-ce que ça vous semble raisonnable ? À 80-85%, selon les estimations de la Maison-Blanche. Oui. Mais de toute façon, les négociations n'ont jamais arrêté. Elles sont toujours autour des 14 ou 15 points. Les équipes ont continué à négocier et chacun a géré ses extrémistes internes, car l'idée que le pouvoir iranien serait totalement unifié est fausse. D'abord, il y a eu un coup d'État à l'intérieur du système iranien depuis l'élimination du guide de la Révolution et de la mise en pièces de son successeur, fils et successeur. Ensuite, parce que, comme toujours, dès qu'un accord de paix se rapproche, il y a des pulsions irrésistibles chez les autres. Alors, ce n'est pas un accord de paix, d'abord, ce sera un cessez-le-feu qui aura des hauts et des bas, qui va durer très longtemps, car les Iraniens sont les maîtres du temps. Comme ils le disent eux-mêmes, vous avez la montre, nous avons le temps. Et en général, ce sont ceux qui ont le temps qui gagnent, ou en tout cas qui font durer. Et puis, on a toute une série d'inconnus et d'incertitudes sur un certain nombre d'accords. Mais enfin, on est en train de revenir peu ou prou à l'accord de Vienne, celui qui avait été dénoncé par Donald Trump. Et 2 guerres plus tard, nous sommes en train de revenir aux fondamentaux de ce qu'avait fait l'accord de Vienne, avec les mêmes doutes, c'est-à-dire poker menteur d'un côté, échec menteur de l'autre, 2 négociateurs qui mentent effrontément. Alors, on va revenir sur cette actualité internationale dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, que vous êtes fondateur du pôle sécurité, défense, renseignement et auteur de l'essai La vérité sur le système Epstein qui vient de paraître aux éditions First. Et c'est déjà un livre de grand succès. On souhaite vous entendre aujourd'hui sur cette journée d'émotion particulière que nous avons vécue avant qu'on reparle d'actualité internationale avec les obsèques de Liana. Comment parler de ce qu'on a vécu ? Un deuil national ? Oui, franchement, une émotion nationale, une colère sourde nationale, une colère qui s'exprime sans casse, avec beaucoup de dignité. Un deuxième discours exceptionnellement remarquable du maire de Florence. Une situation très curieuse dans la population, une extrême retenue face au deuil et une extraordinaire colère contre les institutions. Donc cette espèce de situation très étrange où quand les maires MERES et les maires MAI-RES trouvent les bons mots, les bonnes attitudes face à une classe politique désemparée malgré des efforts réels, mais désemparée devant l'ampleur de ce qui se découvre au jour le jour. Parce que si vous avez cité mon livre sur l'affaire Epstein qui révèle non pas une affaire mais un système et même un système de systèmes, en fait en France, entre la SIAZ, la Civise, MeToo, Betaram, le périscolaire et les défaillances successives du dispositif, on se rend bien compte que au-delà de ce drame et de cette tragédie, de la tragédie d'avant, l'affaire Rosa, qui permet de révéler l'ampleur de cette tragédie-là. Mais, par exemple, l'information selon laquelle les systèmes américains de détection de pédocriminalité en ligne envoient des dizaines de milliers d'informations à la France, qui, selon la principale responsable du service, explique qu'elle a 2 fois moins de moyens que ce qui est prévu et qu'elle en traite environ 1%, l'effet cumulatif du désordre systémique de notre dispositif de protection des enfants devient de plus en plus insupportable et intolérable à chaque minute qui passe. Vous venez d'y faire allusion. Jérôme Barella avait été signalé à la police française par un organisme américain de lutte contre la pédocriminalité. En ligne, pardonnez-moi, mais ça veut dire qu'on n'en a pas tenu compte ? Ça veut dire que ça a pu finir sur un morceau de papier ? J'ai cru comprendre qu'ils en recevaient 100 000 par an et qu'ils en traitaient 1%, selon les termes diffusés d'un entretien qui est paru il y a quelques mois de la principale responsable du dispositif, qui fait tout ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a,
Et je signale qu'à l'époque, ça n'avait soulevé l'émotion de personne, tellement nous sommes habitués à ce que plus rien ne fonctionne. J'ai entendu beaucoup le terme de dysfonctionnement. Ce n'est pas vrai. Non. C'est un fonctionnement en mode dégradé par nature. C'est-à-dire Comme ça ne peut pas fonctionner normalement, on fonctionne à minima pour qu'au moins on essaye de faire fonctionner un truc. Alors chacun fait ce qu'il peut dans son petit coin, à qui on demande de faire plus, ce qu'ils ne peuvent pas faire, d'injonctions contradictoires répétées, successives et contradictoires. Et ils sont là. Et chacun fait ce qu'il peut et pense qu'il a bien tout fait ce qu'il pouvait. Et quand le drame, la tragédie, la catastrophe arrive, se défend en disant « mais j'ai bien tout fait ce qu'il fallait faire selon la procédure ». On m'a dit « mais il y a un mort, quelque chose de terrible, une petite fille, oui. des viols par milliers, par dizaines de milliers ». Moi, j'ai été effaré parce que j'ai découvert du système Epstein. Mais je suis encore plus effaré de ce que nous découvrons tous collectivement, de l'océan de pédocriminalité, d'inceste, de révélations multiples qui, cumulées, nous submergent tellement qu'on en reste quasiment pétrifié. On a des chiffres terribles. 75 000 victimes ici, 100 000 victimes là, 100 000 signalements venus des États-Unis concernant des Français. On tombe sur un pédocriminel, mais on découvre 10 victimes, 20 victimes, 30 victimes, 40 victimes. Dès que l'affaire est enfin traitée ou qu'elle est enfin publique, 11 nouvelles plaintes, des révélations multiples, parfois prescrites, mais pas toutes, systémiques pour certaines, sérielles, comme on dit désormais, comme pour les cold cases. La révélation de l'ampleur de ce que nous n'avons pas traité, pas cru, pas voulu voir collectivement. Pas voulu voir. Oui, bien sûr. C'est très important ce que vous nous dites là. Oui, pas voulu voir. On ne veut pas entendre, on ne veut pas voir. Non. Et quoi? Parce que ça nous effraie? Parce que c'est épouvantable? Parce que ça nous effraie, parce qu'on ne sait pas comment le traiter, parce qu'on ne croit pas, parce qu'avant Outreau, on croyait trop les enfants, après Outreau, on ne les croyait plus. Les enfants manipulés par leurs parents pour désigner des innocents à la vindicte pénale qui amène au bout de 2 procès à reconnaître la faute centrale de l'État qui a laissé un juge tout seul, inexpérimenté, sans capacité, se faire manipuler par des parents qui eux-mêmes violaient leurs enfants. Le président de la République, Jacques Chirac, le ministre de la Justice, Dominique Perben, avec beaucoup d'émotion et de véhémence, au bon sens du terme. Présentent leurs excuses à la nation, mais ça provoque quoi? La justice se dit, plus jamais ça pour nous-mêmes. Donc, on s'est fait mettre en cause pour notre incompétence, notre ignorance, le fait d'avoir trop cru. Un des innocents s'est suicidé en prison. Évidemment, on ne va pas recommencer. Donc maintenant, en fait, on ne croit plus personne. La présomption de vérité est devenue une présomption de mensonge. Pour les enfants, pour les victimes. Alors, ça ne veut pas dire que les enfants ne puissent pas mentir. Tous ceux qui ont eu des enfants connaissent les limites de l'exercice. Mais au lieu de se dire, est-ce que je ne vais pas interrompre le plus vite possible un processus, ne serait-ce qu'en convoquant la personne mise en cause pour dire, si c'est une erreur, au moins la convocation aura aura clarifié les choses. Oui. Et si c'est un vérité, je vais rompre le rythme de l'inceste ou je vais rompre le rythme du viol. Vous savez, quand il y a eu les attentats de 2015, au Bataclan, la procédure, c'était qu'on n'intervenait pas et on attendait que les forces spécialisées arrivent. Oui. Les forces spécialisées, au Bataclan, elles avaient à gérer le Stade de France. Un commissaire de police et son adjoint sont entrés dans le Bataclan, ont sorti leurs armes et, contre toute la procédure, ont mis fin au massacre. C'est qui avait raison? La procédure? Ou ces 2 courageux qui ont dit « je ne vais pas respecter la procédure, je vais mettre fin au massacre ». C'est exactement le même sujet. Vous venez d'apporter la procédure est devenue l'alpha et l'oméga de la non-résolution d'un problème immédiat parce qu'il faut respecter la procédure, même en cas d'urgence. Et on le voit bien d'ailleurs. Vous prenez tous les éléments de cette affaire. Depuis l'affaire Rosa à Toulouse, très bien gérée par la gendarmerie par ailleurs, oui, celle-là, et par le parquet, et l'affaire les obsèques de Liana, vous vous rendez compte que vous avez d'un côté un système procédural qui marche parfaitement, de l'autre côté un système qui dérape totalement, mais les deux n'aboutissent pas, parce que le problème est systémique. Je rappelle que dans la famille Barella, le grand-père, le frère, tous ont été impliqués dans les affaires de mœurs. Ah oui, comme souvent.
Comme souvent ? Souvent, oui. Souvent, en pédocriminalité, vous vous rendez compte que l'auteur principal a peut-être lui-même été victime de son père, on ne peut pas le dire, que évidemment, s'ils sont plusieurs dans la famille, ils sont peut-être... voilà. Et vous avez toujours l'éléphant dans la pièce, qui n'est toujours pas traité. Les filles de M. Barella, sous réserve de savoir du transfert de son statut de suspect à autre chose, parce que pour l'instant, on en parle beaucoup de M. Barella, de sa famille, etc., mais on est toujours dans le cadre d'une enquête qui n'a pas abouti. Il est suspect, il n'est pas coupable. Absolument. Mais imaginons qu'on aille jusqu'au bout de tout ce qu'on sait des autres affaires du même type. Oui. Voilà. Parlons criminologie. De quoi parle-t-on ? D'une famille qui, de père en fils, viole les suivants et qui reproduisent ce viol comme un élément normal puisqu'ils l'ont eux-mêmes été, victimes-auteurs. Classique. Les filles de M. Barella, au moins, on sait quelque chose. Elles sont des appâts, d'après les autres victimes. Oui. Les soirées pyjama nécessitent qu'il y ait... Oui. Mais elles sont quoi, elles ? À part être des appâts, donc des victimes de leur... Bien sûr. De leur... manipulation. Mais est-ce qu'elles ne sont pas elles-mêmes victimes, elles-mêmes ? La femme de M. Barella, elle se trouve dans quelle catégorie ? J'ai rien vu, j'ai pas voulu voir, je suis complice. Ces éléments-là, qui ne présupposent rien de particulier, mais ils ne peuvent pas être ignorés. Or, dans tous les épisodes précédents, Madame Olivier, dans l'affaire Fourniret et quelques autres, on a tous les statuts possibles et imaginables. Et donc, la représentation qui est là, c'est que depuis que cette affaire a lieu, vous avez des dizaines de témoignages sur votre propre chaîne de gens qui disent « Ah oui, mais il n'était pas normal, il était bizarre, machin, avec les enfants, il se comportait... » Mais qui a fait quelque chose ? Qui a signalé quelque chose ? Qui est intervenu pour s'inquiéter du quelque chose ? La mère de Rosa. Pas l'entourage de Liana. Et ça, c'est extrêmement parlant de l'état dans lequel nous ne savons plus très bien où nous situer pour éviter la dénonciation calomnieuse, ce qui est une maîtrise, mais au nom du présupposé absolu de la présomption d'innocence qu'il faut conserver comme un élément du droit pénal, l'intervention en urgence pour préserver des enfants, c'est la non-assistance à personne en danger. Quand on décide de ne pas le faire parce qu'on ne veut pas attenter à la crédibilité de... Et là, nous avons un problème, c'est qu'à l'intérieur du dispositif existant, il n'y a pas la bonne adresse pour protéger les enfants. Et quand il y a une bonne adresse, un bon numéro de téléphone, il est tellement submergé d'informations qu'il ne réagit plus. Avant qu'on reparte en Iran, est-ce que vous venez de nous dire que la France n'est pas en mesure de protéger ses enfants aujourd'hui ? Indiscutablement, il n'y a pas de doute sur le sujet. Vous voyez, quand je parle d'Epstein, je parle d'Epstein aux États-Unis, en donnant l'ensemble des éléments connus, vérifiés, ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai. En plus, aux États-Unis, c'est formidable parce que les conspirationnistes, au sens de la loi américaine, la conspiration, ils ont réussi à manipuler les complotistes pour faire croire que l'affaire Epstein n'existait pas. On découvre à Londres, non pas quelques personnalités, mais 4 appartements qui servaient à Epstein pour son harem. 4 harems. 4, avec des mineurs. En France, on n'en est qu'au début de cette affaire. Depuis que Mme Beccuo, à Paris, elle a ouvert 2 informations grâce aux fichiers américains, parce qu'avant, on n'avait pas grand-chose. 11 nouvelles plaintes. Vous croyez que ça va s'arrêter juste comme ça ? Ben non. Car si vous avez eu 1 millier de victimes supposées aux États-Unis, présumées, quelques dizaines, voire quelques centaines en Grande-Bretagne, la France aurait été épargnée, on ne sait pas très bien comment. La difficulté c'est que nous sommes face à un raz-de-marée, un océan de pédocriminalité. Et que oui, nous ne sommes pas prêts à gérer le stock, et on n'est pas, et encore moins à gérer le flux. Les 70 000 plaintes en la matière... Estimées, d'accord. Elles ne seront jamais gérées. Ministre... Non, mais à ce stade... avec qui ? Avec quels moyens ? Voilà, c'est tout. La procureure de Paris dit rien que chez moi, j'en ai 7000. Et puis alors en plus, j'ai été chercher celles que je ne connaissais pas, parce que celles-là, c'est celles qui sont arrivées dans un parquet. On parle de la protection de nos enfants. Oui. Je dis ça sans... c'est pour ça que je vous le dis avec... Mais bien sûr. Plus de véhémence que mon statut professionnel, qui est neutralité axiologique. On ne s'énerve pas, on explique les choses. Mais là, on est dans autre chose. On n'est plus dans la discussion d'un cas criminel, certes compliqué. Non, là, il y a un sujet qui est que le contrat, l'engagement de l'État pour la protection
de ses citoyens, et particulièrement des plus vulnérables, et dans les plus vulnérables, des plus jeunes, et donc particulièrement des enfants, dans un sujet de pédocriminalité dont les conséquences sont terribles, car ce qu'on voit dans les dizaines de milliers de ceux qui sont venus dénoncer à la Civis, à la SIAZ, sur Bétarame, le périscolaire, ou tout ce que vous voulez imaginer, donc il vous rappelle des séquelles qui durent des dizaines d'années. Donc on ne peut pas compter sur les structures qui, dans notre pays, où l'on paye beaucoup d'impôts, et pour que ça marche, pour faire tourner la boutique, parce que on ne sait pas protéger nos enfants. Effectivement, on dépense beaucoup plus pour la justice. Mais où sont les emplois, où sont les postes? Ça ne ruisselle pas le budget. Moi, je souhaite véritablement que la Commission des finances, la Cour des comptes fassent une enquête pour savoir où est passé cet argent. On serait surpris parce que quand on pose ce genre de questions, c'est qu'on a la réponse. Je ne l'ai pas. D'accord. Mais quand on voit l'état des parquets, l'état des commissariats, l'état des brigades des mineurs, je comprends bien, on a plus dépensé, indiscutablement, en euros courants 50% de plus, en euros constants 30%, pas mal, c'est un bel effort, payé par nos impôts. Mais quelqu'un les a vus arriver dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie, dans les parquets des petits tribunaux? Sanctionner les magistrats, ça a un sens? Il faut les sanctionner s'ils font vraiment des erreurs. C'est fait pour, d'ailleurs. Il y a tout ce qu'il faut pour les sanctionner. Après, il faut avoir envie de les sanctionner. Oui, c'est ça. C'est pas la question. On a le matériel pour le faire. C'est pas la question. C'est pas la question. S'il n'y avait eu aucune erreur d'aucun magistrat, la situation n'aurait pas été différente. On va parler de l'actualité internationale maintenant. Je vous rappelle que de hauts responsables américains ont pris la parole avec notre correspondante Sonia Dridi. Nous pensons signer cet accord dans les prochains jours, 80 ou 85% à l'heure actuelle, mais ce n'est pas 100%, leur système est très complexe. Bienvenue en Perse. C'est un système. On découvre que l'Iran, c'est la Perse. Oui, c'est ça. Il y a toujours un bon moment. Hein. La pédagogie est l'art de la répétition et de la découverte permanente que les autres ne fonctionnent pas comme nous, ne pensent pas comme nous, n'ont pas la même gestion du temps que nous, qu'ils savent très bien se servir de tous les... Mais le JCPOA, il a fallu, l'accord de Vienne, il a fallu, 10 ans, un peu plus même, pour arriver à quelque chose qui a été rompu au bout de 2 ans. D'abord parce que pendant ce temps-là, les Iraniens mentaient effrontément, certes, mais qu'on n'a pas trouvé la bonne martingale pour régler la question centrale qui est: est-ce que ce pays a le droit ou pas d'avoir l'arme nucléaire? Et si là, pourquoi faire? Est-ce que c'est pour sa propre autoprotection ou est-ce que c'est pour détruire un autre État qu'ils ne peuvent pas voir en peinture, pour martyriser sa propre population puisqu'il n'est pas populaire, ni soutenu par eux? Par elle, pardon. La question, elle est là. Mais aujourd'hui, on va revenir, grosso modo, à l'accord de Vienne. Et donc, ce qui va être curieux, c'est de voir les conditions de l'application, puisque ça ne sera pas la paix. Ça ne sera qu'un cessez-le-feu. C'est la Corée du Nord. D'où ma prochaine question. Le démantèlement du programme nucléaire iranien est-il quelque chose de concevable, de possible, et qu'on puisse faire physiquement? Oui, bien sûr. C'est une question. Alors là, c'est pareil, c'est une question de moyens. Alors d'abord, d'identification des lieux. Alors, je rappelle pour la 712e fois que le problème n'est pas de quelques centaines de kilos d'uranium enrichi, mais de 11 tonnes d'uranium plus ou moins enrichi. Donc, il faudrait... Voilà, parce que c'est un sujet répétitif. Hein. Le fait de croire à toutes les falaises de la désinformation officielle est une chose. Heureusement, nous sommes chez vous, et donc c'est un peu plus carré. Il y a 11 tonnes de problèmes, il n'y a pas 330 kilos ou plus, ou 440, ou je ne sais pas combien. 2... Ce sont les moyens d'enrichissement qui posent problème. En fait, toutes les centrifugeuses, elles sont très sensibles, et même si elles n'ont pas été détruites, les bombardements ont suffi pour probablement les mettre hors d'usage dans beaucoup d'endroits. Mais dès qu'on regarde la question iranienne, vous avez une interview de Yossi Cohen qui sort un livre pour raconter sa vie, son ancien patron du Mossad. Il dit: dès que l'accord du JCPOA a été signé, on m'a chargé de regarder ce qu'il faisait. J'ai regardé ce que faisait le patron du programme nucléaire iranien. Il commençait à enrichir. C'est donc la démonstration que dans cette affaire, tout le monde ment. Mais le débat aujourd'hui, il est: est-ce qu'on peut retrouver le plus enrichi? Réponse: oui. Si les Iraniens vous disent où il est, on sait où il est. S'il est enterré, il faut le déterrer. S'il n'est pas enterré, on va le retrouver. 2, est-ce qu'il y a des sites clandestins qui existent encore? Réponse: oui, il y en a au moins un qui n'a jamais été bombardé, la montagne de la Pioche. On en a découvert un, enfin pas moi, mais les opérateurs de la guerre américains et israéliens, grâce à leurs services de renseignement, dans le nord-est de Téhéran, qui avaient à la fois un centre d'enrichissement
du matériel fissile et ce qui ressemblait à une tête d'ogive nucléaire, ce qui veut dire grosso modo, on peut se raconter tout ce qu'on veut, mais tout ça a été fait pour faire un missile avec une bombe nucléaire et le moyen de l'envoyer et de la faire exploser. Donc le pire qu'on puisse imaginer. Le pire qu'on puisse imaginer, celui-là a été détruit, ça, au moins ça c'est carré. Est-ce qu'il y en a un autre? Les Iraniens eux-mêmes vous disent « Ah, on a un 5e site ». Ben, moi, je les crois sur parole. Il faut toujours croire ce que vous disent les dictateurs et les terroristes. Ils passent leur temps à vous l'exprimer à peu près sous tous les tons, et nous, on n'y croit jamais. Moi, je crois les Iraniens sur parole. S'ils disent qu'ils ont un 5e site, ils ont un 5e site, un pas bombardé et un qu'on ne connaît pas encore, enfin, que peut-être on ne connaît pas encore, il y a un sujet qu'il va falloir traiter. Maintenant, ils sont vraiment au bord d'un accord. Ça fait des semaines qu'ils sont au bord d'un accord. C'est toujours un réglage très... Donc ce n'est pas une illusion. Non, c'est pas... D'ailleurs, à aucun moment, Donald Trump n'a menti sur le fait qu'ils étaient au bord d'un accord. Oui. Mais ils n'étaient pas au bord du même accord. Chacun voulant rajouter au dernier moment un petit quelque chose en plus. Les Iraniens disant « Ah ben oui, mais donc tout est fini entre nous », se retirant, voilà. Les Américains disant « Puisque c'est comme ça, voilà », chacun refaisant un petit bombardement ici ou une remise en cause là. Mais cette négociation n'a jamais cessé. Quand les Iraniens sont arrivés à Oman pour la première négociation, ils sont arrivés avec 61 négociateurs. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'intention était là, parce qu'ils avaient 61 chapitres de négociation. C'était du sérieux. C'était la démonstration qu'ils voulaient négocier. Voilà, Ali Larijani voulait négocier avant d'être éliminé, ce qui est, à mon avis, la principale erreur, parce que c'était l'homme de la négociation. C'est un autre sujet. Aujourd'hui, vous avez un Iran qui a montré qu'il pouvait résister, sur les bases de ce que Ali Jafari a fait, c'est-à-dire la défense mosaïque, qui a montré qu'il avait des armes très puissantes pour mettre à mal l'économie mondiale, qu'il avait des proxys très puissants, parce que si on ne réglait pas Hormuz, il pouvait régler Bab el-Mandeb, c'est-à-dire le canal de Suez, qu'il avait les moyens d'arriver à un équilibre de la négociation. Et c'est une immense victoire stratégique et diplomatique pour l'Iran que ne pas s'être effondré après que sa propre population ait failli renverser le régime, quand même. Donc, cette situation est plutôt une victoire, mais le fait d'arriver à un cessez-le-feu à la coréenne, ce qui est le modèle et de la guerre moderne et du cessez-le-feu sans paix, est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que le rôle du président Trump vous paraît clair en ce moment? Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut faire? On a toujours l'impression qu'il fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Alors, c'est ce que toute négociation diplomatique fait. La différence, c'est que... Ah oui, alors donc je suis naïf. Voit. Mais non. En général, on vous annonce que vous avez un plan, et à la fin d'un processus de négociation dont vous n'avez jamais connu aucun détail, le plan est réalisé, vous dites « j'ai réussi ». Parfait. Chez Donald Trump, il vous donne des détails 1 fois, 2 fois, 24 fois, 36 fois, 72 fois par jour et surtout par nuit. Vous avez une sorte de transparence invraisemblable des écarts, des négociations, des discussions. Il y a un côté provocation, puis il y a un côté divagation, puis il y a un côté digression, puis on repart à autre chose, etc. Depuis Richard Nixon et Henry Kissinger, on connaît la stratégie du madman, la stratégie dite du fou. C'est pas qu'il est fou, c'est que c'est une stratégie visant à désarçonner totalement l'adversaire. Il fait le dingue. Il fait le dingue. D'accord. Ça ne sous-estime pas autre chose, parce que je ne psychiatrise pas à distance, et ce sujet ne me paraît pas ni important ni utile, parce que ça ne change rien au fait qu'il est président des États-Unis. Mais vous regardez tout ce que fait Donald Trump, à la fin de la partie qu'il a commencé, il a plus de jetons qu'au début. C'est une habitude? En tout cas, c'est toute sa vie. Et donc, c'est un sujet qu'il faut quand même prendre au sérieux. Pendant qu'on regarde l'Iran, on ne regarde pas, il vient de récupérer le canal de Panama au nez et à la barbe des Chinois. Il vient de signer un accord de défense militaire du détroit de Malacca qui contrôle donc la sortie de 80% des exportations chinoises. Les Chinois sont hystériques sur les 2 sujets, d'ailleurs. Ils les forcent eux-mêmes à intervenir pour mettre fin au processus de conflit avec l'Iran, parce qu'ils ont besoin du pétrole qui vient d'Iran, toutes leurs raffineries sont formatées pour, et ils ont besoin de ne pas être enfermés chez eux, entre les Indonésiens, les Malaisiens, les Philippins et quelques autres qui les voient avec une certaine inquiétude. Il est en train de récupérer définitivement tout le morceau du Groenland qu'il voulait, donc le passage du Nord, ce qui embête à la fois les Chinois et les Russes. Pendant ce temps-là, d'un point de vue, ce qui semble totalement incohérent d'un point de vue microscopique, prend des dimensions beaucoup plus intéressantes d'un point de vue télescopique. Si on regarde le Trump de loin, il ressemble à quelque chose. De près, on ne comprend rien. Justement, arrêtons-nous un instant sur le président Trump. Vous lui avez consacré, avant de travailler sur Epstein, un livre passionnant, lui aussi.
Qu'avez-vous compris de ce personnage ? Je pense qu'on est en permanence en caricature avec lui parce qu'il s'y prête énormément. Je ne sais pas si ça le protège. On n'arrive pas à très bien comprendre quelle est sa capacité de concentration et sur quelle durée. Mais que doit-on savoir pour réussir à négocier et à vivre finalement avec le président des États-Unis ? Lire ce qu'il a écrit sur la manière dont il concevait à la fois The Art of the Deal, le business, Oui. The America We Deserve, la politique, The Art of the Deal, ce sont des ouvrages qui ont 25 ou 30 ans. Hein. J'entends bien. Voilà. Après, Excusez-moi, je n'ai pas tout lu, donc il a appris. on veut bien. C'est dommage parce que quand il écrit, Oui. ce qui est intéressant, Bah oui, les choses sont claires. Enfin, Auguste vous écrit tout ce qu'il fait, comment il le fait, et pourquoi il le fait, et personne ne le lit. Alors que tout est écrit. Alors, il ne peut pas dire qu'il se cache. En fait, la alors pour nos transparence... téléspectateurs sur LCI qui s'inquiètent du rôle de l'homme le plus puissant du monde. Oui, mais d'accord, mais il a été élu. Il a même été très bien élu. Il Oui. a été le mieux élu des présidents républicains depuis Ronald Reagan. Il a battu une coalition démocrate sortante qui a basé l'intégralité de sa campagne sur l'échec de Hillary Clinton et l'a répété. Donald Trump n'a peut-être pas gagné les élections américaines, Oui. mais les démocrates l'ont vraiment perdu par la campagne la plus invraisemblablement hors sol de l'histoire. Donald Trump, il est provocateur, digressif, divagant, il a des obsessions, il est autocentré, il est mégalo, il est tout ce que vous voulez, mais à la fin de la partie, il a plus de jetons qu'au début. Est-ce qu'il est en santé ? Parce que c'est un homme non, mais pardonnez-moi, est-ce qu'on sait est-ce que tout fonctionne ? Non, mais on a des Je ne informations. suis pas plus psychiatre que médecin. Non, mais j'ai bien compris. Oui, il est allé se faire contrôler il n'y a pas longtemps. Mais Oui. enfin, je vous rappelle que notre propre président de la Nous sommes d'accord. allait se faire contrôler régulièrement et qu'il a fallu un certain temps pour que les autorités médicales cessent de dissimuler la vérité pour ne pas parler de mensonges. Tout le monde sait très bien qu'il y a un doute, mais il a l'air d'être plutôt en forme. Les rapports entre la France et les États-Unis aujourd'hui, ça donne quoi ? Oula, on verra à Évian. Nous avons un sommet du G7. Et alors, dans ce cas-là, quelles sont vos curiosités ? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir ou d'apprendre ? Est-ce qu'il va enfin être tellement dur avec l'OTAN que nos alliés européens vont arrêter d'être des vassaux ? Oui. Parce qu'il peut nous donner cette opportunité. Oui. Parce que pendant qu'on se raconte des histoires sur l'Europe, etc., en fait, personne n'achète de Rafale à la France. Tout le monde est dépendant du F-35 américain, qui marche plus ou moins bien, qui est totalement sous le contrôle des États-Unis. Tout le monde n'est pas prêt encore à sortir de l'Alliance Atlantique, enfin, à défaut d'en sortir, d'avoir un outil propre à l'Union européenne pour permettre sa propre défense et de ne pas dépendre uniquement du bon vouloir des Américains. Vous voyez l'état de la flotte britannique, qui n'est même pas capable d'aller défendre Chypre. Il faut que ce soit des bâtiments français qui y aillent. Vous voyez la situation où nous proposons d'étendre le champ de protection nucléaire grâce quand même à la seule décision d'indépendance nationale d'un couple tout à fait étonnant, Pierre Mendès France et Charles de Gaulle. Pierre Mendès France qui signe le décret qui nous permet d'avoir l'arme nucléaire, Charles de Gaulle qui la développe et qui écrit en 61 au président Eisenhower et au Premier ministre Macmillan, écoutez les gars, l'Alliance Atlantique c'est formidable, soit c'est une alliance de vassaux, j'en suis pas, soit c'est une alliance d'alliés, il faut tout revoir, qui propose le plan Fouché avec un T1 et 2 pour dire à l'Europe, réunissons-nous, organisons, soyons de fidèles et loyaux alliés, mais soyons en capacité de gérer notre propre indépendance de décision, et tous les autres l'envoient paître. Et il dit, je quitte donc le commandement intégré de l'Alliance Atlantique, je reste dans l'Alliance, mais je décide tout seul de ce que seront les décisions de la France. Et voilà. Et il se trouve que c'est ce qui a le plus embêté les Américains, mais c'est le moment où ils ont le plus respecté un président français. Ce lien que vous avez fait entre Mendès France et De Gaulle peut surprendre. Oui, moi aussi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Décret de 54 signé Mendès France, qui lance le programme de développement de l'arme nucléaire française. De Gaulle le récupère et nous permet de l'acquérir et puis de la développer. Le fait d'être une puissance nucléaire nous donne un statut particulier ? Oui, absolument. On en parle toujours comme ça, puis en fait... Une puissance nucléaire, mais le général de Gaulle... Expliquez-nous. Parce que je deviens gaullien sur mes vieux jours. Il paraît qu'on le devient tous un jour. Lui-même l'avait... C'est pas... Vous savez, le prophétisait. Oui, mais dans la réalité, en fait, le processus de dissuasion nucléaire ne pouvait fonctionner qu'avec une puissante force conventionnelle. C'était pas l'un ou l'autre, c'était l'un et l'autre. Les deux. Malheureusement, que nos comptables, qui arrivent à nous expliquer qu'on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins, là, c'est pas gagner plus pour, c'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler plus pour gagner moins.
et avoir moins de budget, moins de moyens, Ils ont quand même éradiqué notre armée qu'ils ont rendue quasiment inexistante. Il a fallu que Jean-Yves Le Drian arrive tout seul à sauver des milliers de postes de soldats contre Bercy à l'époque. Donc je lui rends hommage parce que de temps en temps, il y a quand même des responsables politiques qui ont une certaine forme de courage. La réalité, c'est que aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens conventionnels de notre défense en drone, en anti-drone, en lance-roquettes multiples. Bref, on est à peu près à l'os sur à peu près tout. Tout est en train d'être reconstruit, mais enfin, on a perdu 30 années d'équipement militaire au nom des dividendes de la paix et de la globalisation heureuse. On a moins d'une minute. Quelle est pour vous la question principale de notre prochaine élection présidentielle? C'est-à-dire l'enjeu le plus important pour le pays France et pour les Français dans cette élection? Respecter le pacte qui existe entre l'État et la nation. L'État a construit la nation en France. Ce pacte, c'est la protection, celle de nos enfants, celle des plus vulnérables, celle des citoyens contre toutes les violences et celle de nos frontières.